Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Baran Ndiaye, consultant en innovation technologique, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, et Francis Mouketo vient de nous rejoindre. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue et président d'Action pour le Congo-Brazzaville, également secrétaire général du MRC. Alors Baran Ndiaye, juste avant la pause, vous vouliez intervenir au sujet donc, de cette absence de réaction finalement de la communauté internationale suite à cette réélection et peut-être aussi sur la manière dont le président Al-Sisi va procéder pour parvenir à rassembler la population. Exactement, le premier point que vous avez évoqué, Zara, c'est l'absence de réaction de la communauté internationale d'une part. Parce que cette communauté internationale, on a tendance, comme je l'ai répété tout à l'heure, comme je l'ai dit, à s'immiscer et à donner en fait son avis sur la suite des élections en Afrique en général. Et là, comme je l'ai notifié, on s'est rendu compte des différents achats au niveau de l'armement que l'Égypte a fait, de la protection des frontières israélo-gazaouites, on va dire, quelque part. Et d'autre part, on s'est rendu compte aussi de la frontière maritime qu'elle a sécurisée avec l'achat des navires Mistral à la France. Donc la communauté internationale ne se prononce pas trop parce qu'il veut sécuriser cette partie-là sur laquelle elle n'est pas impliquée par rapport au processus de paix dont ils sont largement absents aujourd'hui. Donc Al-Sisi est largement gagnant d'une part. D'autre part, le problème, c'est pas juste de plaire aux puissances extérieures et aux autres grands États, aux autres grandes démocraties. L'objectif, bien sûr, c'est de se réconcilier avec son peuple et de faire, comme l'a fait l'Afrique du Sud et les autres pays, une sorte de commission de réconciliation au niveau en interne, en impliquant, bien sûr, comme l'a dit le professeur Bitomo tout à l'heure, les frères musulmans d'une part et la société civile qui a son rôle à jouer dans cette partie-là. Parce que le taux qu'on vient de citer par rapport aux résultats des élections, 41%, est très faible et il faudra faire quelque chose, en tout cas, pour donner de l'espoir à ce peuple, le redynamiser pour qu'ils croient un peu à la politique, à la vraie politique et non pas à la force ou à la politique politicienne. Francis Mouketo, est-ce que cette quête de légitimité finalement pour, en tout cas concernant cette réélection d'Al-Sisi n'est pas peine perdue compte tenu du fait que tous les adversaires ont été éliminés, en tout cas tous les potentiels candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, Ahmed Shafik ou encore Sami Anan ont été écartés, ils ont tous été mis hors jeu. Là, on a ce taux de participation. Est-ce que la légitimité, cette quête, c'est peine perdue pour le président Al-Sisi? Écoutez, moi je vais d'abord dire que il est venu au pouvoir donc par un coup d'État un 3 juillet 2013. Il s'installe donc au trône, en gros, au trône pour essayer d'asseoir une certaine dictature. C'est ce qu'on est en train de voir, puisque les révolutionnaires, tous ceux qui ont cru en cette jeune révolution, aujourd'hui n'y croient plus. La première élection qui s'est déroulée avec Morsi, qui a gagné les élections présidentielles, s'est retrouvé quelque part coincé avec l'armée qui reprend le pouvoir. Dans tous les pays africains où l'armée reprend le pouvoir, il y a une sorte de dictature qui s'installe. Donc là, on est en train de vivre une certaine dictature. Avec 41% de taux de participation, c'est pratiquement 60% d'un pays qui n'a pas voté. Et puis tout le nord du Sinaï, qui n'a pas pu se déplacer pour aller mettre un bulletin dans les urnes, c'est aussi une partie de la population qui n'a pas été prise en compte. Donc, est-ce qu'on peut légitimement dire qu'on a une légitimité avec un taux de pratiquement 95%? Forcément que ce n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que quelque part, 97%, qu'il a eu à la fin du comptage des votes, c'est hallucinant. C'est-à-dire que même dans une vraie démocratie qui joue le jeu avec des coalitions de l'opposition groupées entre eux, d'accord, ça ne peut pas donner ces résultats-là. C'est quasiment aberrant. Et donc, je suis un peu triste sur cette partie-là pour l'Égypte, quand même, et la société égyptienne. C'est très très regrettable pour la société égyptienne parce que ce sont des scores qu'on voit toujours en Afrique subsaharienne. Et quand ça tombe chez nous, c'est-à-dire nous sommes critiqués de tous les bords. Et comme
Bara le notait là tout à l'heure, vous n'avez aucune voix au niveau de la communauté internationale qui s'élève pour se poser la question, mais où est la démocratie là-dedans? Même Poutine n'a pas été élu avec 97%. Pourtant, on nous dit que bon, c'est une moins de démocratie que les autres, mais là, vous n'avez personne, aucune voix qui s'élève pour se dire que bon, l'Égypte, c'est un pays qui doit avancer vers la démocratie en tant que tel. Nous le savons très bien, même quand Moubarak était là, bon, ça fonctionnait, si vous voulez, d'une manière qui n'était pas claire, mais ça, c'est le passé pour nous, les Africains. Nous devons nous projeter maintenant vers l'avenir et de construire des institutions qui soient dignes des Africains en tant que tels. Pas tout simplement se dire que bon, c'est une logique qui a toujours fonctionné, on continue sur cette logique-là, et la communauté internationale est là, comment dirais-je, pour donner raison à ces gens-là qui font en sorte que l'Afrique regresse, au contraire de mon point de vue. Je voulais juste ajouter, je dis, bon, alors nous allons remarquer que le mandat en Égypte est de 4 ans. Monsieur Sisi est en train de s'arranger avec une frange des frères musulmans pour pouvoir essayer de traficoter la Constitution pour se maintenir ad vitam au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que nous allons voir, parce que quand on a goûté le pouvoir, on n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Je vous rappelle que monsieur Sisi fut d'abord un militaire qui était dans le renseignement entre 2010 et 2012. De 2012 à 2014, il est passé ministre de la Défense et chef des armées, ministre de la Défense. Il prend donc le pouvoir par putsch, puisqu'il fallait remettre le pouvoir à l'armée qui devait remettre de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est des dérives autoritaristes, des dérives militaires dans toutes les dictatures africaines, c'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, pour l'organisation de cette élection, qu'est-ce qu'on remarque? Son adversaire a été quand même quelqu'un, un morceau choisi. Donc, oui, bien sûr. On sait tous que Mostafa Moussa était un de ses proches, parce qu'il y a 2 mois avant qu'il déclare sa candidature, la semaine précédente de la fermeture des dépôts des dossiers, il affichait sur son compte personnel Facebook un soutien, en tout cas avéré, au maréchal El-Sisi. Donc il faisait encore campagne quelques jours avant de déclarer sa candidature. Et donc ça, c'est un peu triste. Et n'empêche, il a quand même 2,92%. Je me demande comment il s'est arrangé pour les avoir. Alors justement, pendant la campagne présidentielle, on a vu des personnalités de l'opposition qui appelaient la population à boycotter ce scrutin. On regarde donc toujours de ce taux de participation. Est-ce que le plus grand gagnant de cette élection, finalement, n'est pas l'opposition qui pourrait peut-être dans les prochains jours être galvanisée par cette participation? Je pense que cette opposition est aujourd'hui muselée. Vous savez que le maréchal aujourd'hui a muselé non pas seulement les ONG en votant des lois pour les réguler, a muselé non pas seulement la presse, puisque aujourd'hui il y a un délit qui, quand vous commentez l'actualité politique, vous êtes assujetti à des poursuites. Vous avez vu aussi, même dans des concerts, on arrête 57 personnes, 56 personnes, et puis on donne des peines de prison. Donc on est dans un cas de figure d'une pure dictature. Et là, je pense que tous les démocrates africains ou du monde doivent effectivement se lever pour essayer de mettre une petite dose de démocratie pour l'associer au développement. Même hormis le fait que les grands démocrates et les grands chefs d'État africains se soulèvent pour en tout cas faire ce que vous venez de préconiser, moi je pense que c'est le peuple égyptien, c'est le devoir du peuple égyptien, parce qu'aucune constitution n'interdit de manifester par rapport à la citoyenneté. Et à un moment donné, quand il y a des dérives, quitte à ce qu'on vous tire dessus, c'est arrivé dans plusieurs pays, parce que certaines règles et certaines normalités, on ne peut pas les avoir en restant chez soi, en regardant la télé. À un moment donné, c'est le peuple égyptien qui va en avoir marre et qui va demander plus de démocratie, plus de liberté et quelque
quelque part une sécurité juste et pas une sécurité qui dépasse en fait les besoins de l'Égypte, qui au détriment de l'éducation, au détriment de la santé, le peuple égyptien à un moment donné va réclamer une ouverture en tout cas de ses dirigeants pour pouvoir s'épanouir. Sinon, ce n'est pas possible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sauf que dans ce que vous décrivez, Bara, c'est-à-dire la logique va jouer dans le sens inverse. On devrait jouer, la logique voudrait qu'on sécurise, c'est-à-dire Mais pas à outrance, je suis d'accord pour la sécurité. Oui, c'est pour ça que je vous dis que je critique pas ce que vous avez dit. Je vous dis tout simplement que la logique qui est mise en place va conduire vers une logique insécuritaire en tant que telle. Nous avons parlé de l'économie là tout à l'heure. Il faut que l'Égypte, comment dirais-je, puisse revenir, c'est-à-dire au taux de développement qui était les siens, taux de scolarisation, la santé, l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Et même le tourisme, parce que le fait de sécuriser va permettre au tourisme de connaître un nouveau boom. Un nouveau boom. Donc, dès que vous avez... Nous savons aujourd'hui que les touristes proviennent d'où proviennent, plus si vous voulez de l'Europe. Et on sait aujourd'hui que toutes les représentations diplomatiques, quand vous avez un pays qui se trouve dans une situation insécuritaire comme l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Bon, on met des warnings, on demande, comment dirais-je, aux gens de ne pas y aller. Donc là-dessus, nous allons nous retrouver avec une logique inverse en tant que telle. Au lieu que l'Égypte, c'est-à-dire puisse... parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que même aujourd'hui, il a parlé, là, M. Moukete, des arrestations qu'il y a en Égypte, qui sont arbitraires, et il y a aussi l'armée qui tire sur les gens. Donc, le tourisme, ils auront du mal à le relancer, tout simplement. Pourquoi? Parce que tous les paramètres nécessaires pour assurer un bon environnement touristique et tout ne sont pas réunis en tant que tels Zara. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la logique qui est mise en place jouera à l'inverse de ce que les protagonistes, du moins les gens qui la mettent en place, vers où ils pensent aller, et ce sera l'inverse de ça, tout simplement. Et ça va radicaliser une partie de la population des frères musulmans dont je parlais tout à l'heure. Tout autre chose à présent dans notre grand angle. Un grand angle sur la bauxite guinéenne. La filière se développe de façon fulgurante dans la région de Bokeh, au nord-ouest de Conakry. Et dans cette région, donc, la Guinée abrite aujourd'hui plus du tiers des réserves mondiales de ce minerai. Mais faute notamment d'une transformation sur place, les retombées en termes d'emploi ne sont guère reluisantes. La transformation reste donc l'un des principaux défis de ce secteur. C'est un reportage d'Emmanuel Milimonoua. La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonderies extérieures. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite. Coût total de l'investissement 3 milliards de dollars, avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité. Donc nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée. Et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours. Il y a une raffinerie qui va être relancée bientôt, celui de Friguière. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite transformée et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures en la matière avec la création d'un guichet unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasseries en venant en Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de devises de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur. Francis Mouketo, comment expliquer que la bauxite en Guinée ne bénéficie toujours pas aux populations malgré toutes ces réformes engagées par le gouvernement? Alors, ce qui est dommage, c'est que l'Afrique regorge des ressources
des ressources du sous-sol énormes. La Guinée en est un exemple sur la bauxite qui aujourd'hui donne un métier, plutôt un métal qui est tant recherché, c'est l'aluminium. Aujourd'hui, il y a une ruée des investisseurs russes, chinois, français qui veulent effectivement installer en Guinée des usines de transformation, ou sinon aller chercher de manière brute le minerai et le transformer ailleurs. Ben oui, c'est normal que la Guinée n'en profite pas parce que les politiques publiques n'incitent pas ou ne prévoient pas la transformation de ce minerai sur place. Sinon, en faible quantité. Aujourd'hui, la Guinée est deuxième producteur mondial de ce minerai qui est quand même important dans les filières de transformation de l'aluminium. Il faut effectivement que les politiques publiques puissent mettre en place des stratégies pour pouvoir installer des usines d'extraction et bien entendu les retombées de ces usines créeraient des emplois et bien entendu pourraient profiter au peuple guinéen qui est l'un des peuples les plus pauvres. Il y a quand même un taux de chômage, un taux de paupérisation qui avoisine les 40% quand même. Et 70% d'ailleurs de taux de chômage des jeunes à Boké, donc la région où est justement exploitée la bauxite. Je vous cède la parole, Jean-Marie Bitomo. Vous savez, Zara, nous parlons toujours de la diversification économique en Afrique. Quand on parle de diversification économique, on pense à la diversification sectorielle en tant que telle. En Afrique, on a oublié la notion de ce qu'on appelle la filiérisation. C'est-à-dire, vous construisez une filière qui peut être, comment dirais-je, votre point fort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les États africains doivent penser à la filiérisation que les dotations factorielles naturelles leur ont donnée. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle, on va se dire que oui, il y a le secteur agricole, il y a le secteur, comment dirais-je, minier, il y a le secteur, comment dire... Non, il faut penser aujourd'hui, toutes les politiques les dirigeants africains doivent penser aujourd'hui à la construction des industries, mais en termes de filiérisation, ça veut dire qu'on part de la mine, comme M. Moukete le disait aujourd'hui, jusqu'au produit semi-fini au moins, quand ce n'est pas le produit fini en tant que tel. On a des capacités, le potentiel, il est là. Tout simplement pourquoi, je dis toujours une chose sur ce plateau, ça m'étonne avec nos dirigeants africains. Vous voyez quand les Chinois commercent avec vous, les Chinois viennent, ils achètent aux Français leurs Airbus, ils leur disent nous avons besoin de licences pour ça. Donc, que font les Chinois? Les Chinois rentrent chez eux, ils essayent d'exploiter ces licences-là. Nous qui avions la matière première là-dessus, nous ne sommes même pas encore à la première étape de la transformation. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire toute la plus-value qui sort de là. Nous sommes en train de parler de l'aluminium là. C'est la même chose pour le cacao, c'est la même chose pour le café. Quels sont les pays occidentaux qui produisent le cacao et le café? Et toute la plus grande plus-value revient où? Sur 80 milliards que le chocolat produit dans le monde entier. C'est-à-dire il y a 10 milliards qui reviennent, comment dirais-je, aux États africains. Quand vous pensez que vous avez le Ghana dedans, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Cameroun qui sont là-dedans. Ces pays-là sont producteurs. Donc il faut penser maintenant, si vous voulez, les nouvelles industries installées en Afrique, c'est en termes de filiérisation. Pas tout simplement aller dire comment dirais-je, aux agriculteurs, bon, allez-y, vous allez cultiver, après on va prendre ça en matière brute, on va exporter. Non, cette logique-là ne pourra plus marcher pour l'Afrique. Si nous voulons résorber le chômage dont parlait M. Moukete là aujourd'hui, il faut que nous construisons en Afrique des filières sectorielles en tant que telles. Je vous rejoins parfaitement parce qu'en fait, on est tous, je pense, défenseurs des intérêts africains. Quelque part, la bauxite qui est carrément une ressource dont, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Guinée détient la plus grande réserve mondiale aujourd'hui parce que ses principaux concurrents, qui sont l'Indonésie et la Malaisie, exportent de moins en moins. Et vous savez bien que le bauxite permet de créer en fait de l'aluminium, et l'aluminium est dans toute notre chaîne alimentaire et de consommation, c'est-à-dire qu'il est dans la nourriture, il est dans les produits pharmaceutiques, il est dans les voitures, dans les produits électroménagers, etc. Alors c'est vraiment dommage que la Guinée détienne toutes ces réserves et qu'elle exporte une matière brute, pas transformée à 50%, qui nous revient après sous terme de produits de consommation, que nous allons prendre des crédits
pour acquérir des éléments qui, à la base, viennent de chez nous. Si nos gouvernements exigent ou imposent à ces multinationales qui sont très puissantes le vrai partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on va extraire chez nous, les prix ne seront pas fixés chez vous. Les prix, ce seront les prix fixés par nos marchés et pas vos marchés. C'est-à-dire que c'est chez nous qu'on va faire la transformation premier, voire deuxième, voire même la finaliser. Allons dans ce sens, poussons à des sociétés africaines industrialisées capables de fournir en tout cas du matériel et des produits finaux à sa population pour pouvoir être maître et garant de nos économies. Déjà, vous savez, juste, je vais déborder, le franc CFA fait que nous n'avons pas notre souveraineté monétaire. Si, au niveau des ressources et des matières premières dans l'Afrique et au premier rang mondial, nous n'y arrivons pas, écoutez, moi je suis un peu... Là, je vais commencer à être pessimiste pour l'Afrique. Je vais vous dire Merci. La première des choses qui parviennent. Pardonnez-moi, si vous voulez, je vous céderai la parole juste avant la pause. Donc, restez avec nous. À tout de suite.